Bonjour à tous, merci d'être restés déjà. Donc ça va être les premiers résultats de l'étude qu'on est en train de mener à Lille sur l'impact de la prostine. Donc juste un rappel pour situer l'étude. Donc l'hypertension artérielle pulmonaire dans l'hernie diaphragmatique, elle est mixte, d'une part par augmentation des résistances vasculaires pulmonaires à cause de l'hypoplasie, la réduction du lit vasculaire et le remaniement vasculaire avec l'épaississement de la média. Et une modification de l'endothélium pulmonaire avec une augmentation des récepteurs à l'endothéline qui sont vasoconstricteurs et une diminution de la sensibilité aux récepteurs du NO. L'autre partie, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire à cause de cette hypoplasie du ventricule gauche qui est fonctionnelle, qui est d'une part liée à la diminution du retour veineux pendant la vie fœtale à cause de l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et d'autre part la déviation du médiastin dans le thorax pendant la vie fœtale avec cette incidence veine cave inférieure, oreillette droite, foramen ovale qui est modifiée. Normalement c'est dans le même alignement, ce qui permet d'avoir un flux veine cave inf, foramen ovale important et donc une bonne précharge de l'oreillette gauche, alors qu'avec la déviation du médiastin, on n'est plus dans le même axe et du coup il y a une diminution de la précharge de l'oreillette gauche qui induit une diminution de la précharge du ventricule gauche et du coup une hypoplasie. Donc les traitements qu'on connaît tous actuellement, c'est quand il y a une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, c'est de les faire baisser. Donc ça, c'est tous les vasodilatateurs qu'on a sous la main, le NO, le Revatio, les analogues de la prostacycline, une ventilation raisonnée pour éviter la surdistension alvéolaire et d'écraser les capillaires pulmonaires et d'éviter d'être iatrogène avec la dopamine qui est vasoconstricteur et puis une suroxygénation qui crée les radicaux libres qui sont eux aussi vasoconstricteurs. Pour l'HTP post-capillaire, il va falloir assurer la vascularisation systémique par le ventricule droit. Donc ça va être la prostine dont on va vous parler. Et puis ce qu'on utilise dans la littérature, c'est la dobutamine et la milrinone. La milrinone, elle semble intéressante parce qu'en plus de cette action inotrope positive, elle semble être vasodilatatrice pulmonaire. Le problème, c'est que nous, dans notre expérience à Lille, on a l'impression que les enfants qu'on met sous milrinone s'aggravent parce qu'ils deviennent d'un coup très hypotendus et ils s'aggravent aussi sur le plan pulmonaire. Alors, quoi faire du coup pour améliorer ces enfants qui sont en échec de ces traitements? C'est pour ça que nous, on a réévalué la prostine dans le service. On s'est servi de la cohorte lilloise des enfants qui sont porteurs d'une hernie diaphragmatique nés dans le Nord-Pas-de-Calais et opérés à Lille entre 2009 et 2015. On a inclus tous les enfants qui présentaient donc une hypertension artérielle pulmonaire avec dégradation respiratoire ou hémodynamique et qui étaient remis sous prostine devant un canal restrictif. Il y a certains enfants, vous allez voir sur le diagramme de flux, qui sont parfois remis systématiquement sous prostine, alors que le canal reste bien ouvert. Ça, c'est quand même 17% des 102 enfants de la population totale. Donc ceux-là, on les a bien sûr exclus, et ça nous donne 18 enfants qu'on a étudiés. Donc 16 d'entre eux avaient un diagnostic anténatal, 70% c'était une hernie gauche avec un LHR à 40%, et un gestationnel à 39 semaines d'aménorrhée en moyenne. Ils étaient tous avant la mise sous prostine, mis sous NO, dans les heures avant, au moins 12 heures avant la dégradation respiratoire. 8 d'entre eux étaient sous Revatio déjà et 4 étaient soit sous Romudin, soit sous Flolan. Donc ces enfants-là ont été mis sous prostine. Donc c'est la prostine VR, 0,5 mg par ml, qu'on dilue tous de la même façon dans la région. Donc on prend une demi-ampoule dans 49,5 ml de sérum Phi, qu'on administre sur un cathéter central. Et donc dans cette population, ils étaient mis sous prostine environ à 12 jours de vie en moyenne, avec une durée totale de prostine entre 8 et 48 jours de vie, avec une dose qui correspond à celle dans la littérature de 30 nanogrammes kilo-minute, plus ou moins 20.
Donc là, vous allez voir tous mes diagrammes, après, ils sont faits de la même façon. Donc H0, c'est le moment de la dégradation respiratoire où ils sont mis sous prostine. Donc là, on a évalué la FiO2. Donc tous se dégradent, on augmente la FiO2 à peu près de plus de 20% au moins. Et au moment où on les met sous prostine, on voit qu'il y a une diminution des besoins en oxygène dans les 6 premières heures après l'injection. Pour la PaCO2, dans les 6 heures avant la dégradation, on voit que la capnie a tendance à augmenter et pareil régresse dans les 6 heures après. C'est associé aussi à une acidose métabolique. Toujours avec ce schéma, on se rend compte que c'est dans les 6 heures avant que la dégradation a lieu et ils ont tous retrouvé finalement leur pH de base dans les 6 heures après la réouverture du canal. Et ce qu'on peut avoir peur avec la prostine, c'est qu'elle soit hypotensive et on n'a pas l'impression qu'il y ait d'impact sur la tension artérielle à la mise sous traitement. Voilà, donc le raisonnement physiopathologique, c'est que on a une amélioration hémodynamique et ventilatoire de ces enfants à la réouverture du canal. D'une part parce que en ouvrant le canal, on va baisser on assure la vascularisation systémique grâce aux 2 ventricules. Donc on va améliorer le débit cardiaque, le transport en oxygène et donc la saturation veineuse en oxygène. Or, l'oxygène, c'est le plus puissant vasodilatateur qu'on a, qui revient au poumon du coup. En réouvrant le canal, quand on a une hypertension artérielle pulmonaire suprasystémique, on va baisser les pressions pulmonaires en rééquilibrant avec les pressions systémiques. Ça va avoir comme effet de diminuer la post-charge du ventricule droit et du coup d'améliorer sa perfusion coronaire. Alors, le devenir de cette population. Donc, on a 5 enfants qui sont décédés dans les 122 jours après la naissance en moyenne, ce qui représente 28% de cette population. Alors qu'on a 17% de décès dans la cohorte lilloise générale sur cette même période entre 2009 et 2015. 18 d'entre eux ils avaient tous bénéficié d'une chirurgie et ils avaient été hospitalisés en moyenne 66 jours. Ils ont été ventilés entre 6 et 10 jours avec une mise sous CPAP entre 6 et 19 jours et une durée d'oxygénothérapie entre 22 et 101 jours pour certains. Donc ils avaient tous été traités par prostine évidemment et par Eno et 66% d'entre eux avaient été traités par Revatio ou Remodula. Aucun de ces enfants avait été traité par ECMO. Alors que dans la littérature, c'est vrai que c'est plutôt cette population-là, on a l'impression, qui fait un choc cardiogénique obstructif avec une décompensation cardiaque droite qui est souvent mise sous ECMO. Donc l'idée de cette étude, c'est ce qu'il faut dire, c'est qu'un enfant qui va s'aggraver secondairement a à peu près 1 semaine de vie, sans efficacité de la ventilation, avec une faible modification de la PCO2. Il faut penser au canal artériel qui se ferme. La prostine, elle va permettre de rouvrir le canal, diminuer les pressions pulmonaires et égaliser les pressions, diminuer la post-charge du ventricule droit et améliorer sa perfusion coronaire, améliorer la vascularisation systémique par une double circulation ventriculaire, améliorer le débit pulmonaire en augmentant la pression veineuse en oxygène et améliorer la précharge de cette hypo-VG fonctionnelle et favoriser sa croissance. Voilà, merci. Merci. Juste une petite question. Est-ce que l'histoire dit si, après l'arrêt de la prostine, une chirurgie a été nécessaire pour fermer le canal? Alors, c'est un paramètre que j'ai étudié et dans ces 18-là, il n'y en a aucun qui a bénéficié d'une fermeture du canal.
Ils ont tous fermé leur canal dans les mois après, ouais. Merci pour ce travail que je trouve très intéressant parce que je suis complètement d'accord avec le message que tu veux faire passer. Il y a une chose que je voudrais savoir, c'est les canaux. Tu parles de canaux restrictifs. Est-ce que les canaux pulmonaires? Enfin, les capillaires pulmonaires? À la fermeture des canaux artériels. Ouais. Tu nous as juste dit qu'ils étaient restrictifs au moment où vous les mettez sous prostine. Est-ce que vous aviez des critères ou est-ce que c'est les mêmes critères que vous utilisez chez les prémas? Ouais, alors dans les 18, on n'a pas à chaque fois forcément les mesures des Vmax dans le canal. Soit on a un mot du réanimateur qui met canal restrictif, soit j'ai Vmax supérieur à 1,5 m/s avec le shunt dans le canal qui est bidi ou droite-gauche. D'accord. La question, c'est parce que nous, on a l'impression que parfois, simplement quand il s'accélère, même sans arriver à des critères de restrictivité, l'enfant s'aggrave à ce moment-là, alors que le canal serait encore officiellement large. Je réponds à la question. Donc, en fait, Kevin disait que dans l'étude, il avait du mal à retrouver l'information rétrospectivement, mais globalement, on traite ces enfants par prostine lorsque la vitesse droite-gauche dépasse 1,50 m, 1,80 m. Et on considère qu'à ce moment-là, le gradient de pression est lié au fait que le canal artériel soit restrictif. Donc c'est la vélocité droite-gauche, 1,80 m, qui nous fait dire que le canal est restrictif. Là, j'ai pas mis les courbes sur, par exemple, les lactates. Mais j'ai les courbes, j'ai allégé là avant parce qu'il y avait déjà 3 heures de retard. Mais les lactates, finalement, ils augmentent, ils passent de 1,5 12 heures avant à 2 et on les normalise à 1,5. Donc c'était pas forcément. Ouais, nous on n'a pas de NIRS. Et vous faites une dose de charge? Non. Donc... Non. Nous, on réfléchit beaucoup en ml/h, pas en nanogrammes kilo-minute. Et on commence souvent à 1 ml/h. Donc, ça fait 50 nanogrammes, si je ne me trompe pas, heure. Ouais. Je sais pas, je referai le calcul, 5. la tête reposée. Ouais. 0,5 ml. Ouais. Et du coup, et après, on contrôle rapidement 1 heure après. On voit comment est le canal et là, on baisse. Mais on n'a pas de protocole en nanogrammes kilo-minute. D'accord. Et vous le laissez en moyenne, ce que tu disais, parce que du coup, J48, ça va de J6 à J48, c'est ça, la durée? De 6 jours à 48 jours. C'est ça, il y en a qui vont s'améliorer rapidement. Et c'est après vraiment les besoins ventilatoires et les contrôles échos de l'HTAP qu'on a par le septum, finalement, la direction du septum qui va nous dire, bon, bah là... on peut baisser la prostine. Après, il y a beaucoup d'enfants aussi où je vois que les doses sont baissées de 0,1 ml tous les 3-4 jours. Et puis, on se dit, ah bah tiens, il est en train de se fermer. Ça passe, on arrête. Je pense qu'il est temps de terminer cette journée. Je remercie encore Alexandra Benaki qui a organisé tous les aspects pratiques de cette journée et Fimato pour l'aide logistique et notamment Audrey Barbet qui est toujours là. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette journée. Merci aussi à Pédia. Bon retour. Au revoir.